Donc la deuxième intervention, le testament de Bonaparte à son successeur en Égypte sera donné par M. Ahmad Youssef. Ahmad Youssef est un membre donc, de l'Institut d'Égypte, il est chercheur et traducteur, et il faut préciser aussi, comme Alexandrie a tel honneur, il est originaire de l'Alexandrie. Voilà, donc il faut le dire. Bon, il a collaboré avec le journal Al-Ahram et il a accédé à de hautes fonctions au ministère de la Culture en Égypte. Il est l'auteur de plusieurs livres, surtout sur l'Égypte et aussi sur l'actualité, sur le monde arabe contemporain. Je peux citer Bonaparte et Mohammed, l'Orient de Jacques Chirac, le phare d'Alexandrie, le conflit israélo-arabe et enfin Alexandrie. Voilà, donc c'est à vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de dire deux petits mots sur cette manifestation qui, pour moi, qui vit à Paris depuis 30 ans, et constitue une deuxième ou une troisième au bout de 30 ans. Cela peut être un événement, un très grand événement culturel franco-égyptien à Paris. Et on le doit bien sûr à Amel Sabban et à son équipe. On le doit aussi aux institutions qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Donc je suis fier de faire partie, d'être administrateur de cette belle association, l'association des souvenirs de Ferdinand de Lesseps du canal de Suez, dont je salue le président Arnaud Aymar de Fortanier, messieurs les ambassadeurs, au fond de la salle, monsieur Leclerc et monsieur Maurice. Son Altesse Hussein Tosson et son épouse, l'amiral Belek, tous sont là présents autour de vous, madame, pour faire de cette manifestation un vrai hommage à la relation France-Égypte. Je salue aussi, bien sûr, Fatih Saleh, il n'est pas alexandrin comme moi, mais il a droit à quoique je sais qu'il est alexandrophile. Voilà, c'est ce que je peux dire. Oui, alors, au fait, le sujet de mon intervention vient à la suite de ce que vient de dire très brillamment le docteur Siraguddin. C'est donc le testament. En fait, ce n'était pas un testament, moi je l'ai appelé testament, c'était le dernier ordre que Bonaparte a signé comme commandant de l'armée française en Égypte. Cet ordre a été adressé à l'intention de son successeur, le général Kléber. Mais ces ordres de Bonaparte en Égypte, au fait, je les ai comptés, sont 3800 ordres que j'ai traduits, que je viens de terminer la traduction en langue arabe, et cela doit être publié à l'Institut d'Égypte au mois de mai. Donc, ces ordres constituent en quelque sorte un témoignage très intéressant scientifiquement parlant, parce que c'est Bonaparte qui parle. On donne la parole pour la première fois à Bonaparte. Jusque-là, nous sommes des historiens, la caste des historiens, et que chacun de nous interprète l'histoire de l'expédition selon son savoir, son érudition, et après, bien sûr, son subjectivité. Mais là, on donne la parole au général en chef lui-même. C'est là où se trouve toute l'importance scientifique de ces ordres militaires. D'abord, cela a commencé en 1855, lorsque Napoléon III a institué une commission pour réunir toute la correspondance de Napoléon dans un livre. Et il a nommé à la tête de cette commission le maréchal Vaillant, qui était à l'époque le ministre de la Défense et surtout un membre de l'Institut. Et après, comme secrétaire général, un nom que vous connaissez très bien, il a nommé donc pour le travail scientifique Prosper Mérimée. Le problème, c'est que le rapport, le courant n'a pas passé entre Mérimée et le maréchal. Et le travail, c'est pas mon téléphone ça.
Et le travail, donc, a été malheureusement interrompu plusieurs fois et finalement édité en 1865 avec beaucoup de documents qui manquaient. Et le problème entre Mérimée et Vaillant, c'est que Mérimée voulait mettre une phrase dans son introduction que Vaillant a refusé, que personnellement j'ai trouvé très belle. Je vais la garder pour vous à la fin de mon intervention. Mais à la fin, Napoléon III a arbitré en faveur de Mérimée et la phrase a été publiée dans cette édition de 1860. Je veux donc vous le dire à la fin. Mais commençons par le commencement. Comment Bonaparte quitta l'Égypte? Dans quelles circonstances? Et dans quel état d'âme? Écoutez, tout s'est passé en une semaine. D'abord, il faut que je vous dise que, et cela, je sais que cette édition au mois de mai va changer beaucoup de nos connaissances sur l'histoire de l'expédition d'Égypte. D'abord, il venait en Égypte à l'aube du 1er juillet 1798, et qu'il savait qu'il allait rentrer. Il avait un ordre de directoire de rentrer quand il voudra, s'il trouve les conditions réunies pour son retour. Donc, il savait qu'il allait rentrer. Donc, je doute un peu sur l'allégorie ou sur cette littérature, Alexandre, César, le rêve asiatique, tout ça. J'ai un petit doute là-dessus. C'est Bonaparte qui dit au directoire dans une lettre qu'il comptait bien. Il dit ça dans sa dernière lettre qu'il a signée avant qu'il quitte Toulon, et qu'il comptait bien rentrer en France vers le mois d'octobre. Déjà, on est au mois de mai, et il dit qu'il allait rentrer en France au mois d'octobre, vers le mois d'octobre de la même année. Vous voyez, donc il va falloir un peu faire attention à ce que nous disons. Ça, c'est une chose. Donc il savait qu'il allait rentrer. Et après, devant Saint-Jean d'Acre, donc mon ami Dr Sragdine a illustré cette belle image avec l'adage égyptien Fatah. Je trouve ça, effectivement, il a échoué devant Saint-Jean d'Acre. Et cet échec l'a marqué profondément. Non pas parce que c'était un échec militaire, mais parce qu'il y avait dans l'histoire de cet échec beaucoup de trahison, beaucoup de lâcheté de la part de Français, dont un certain Philippot, qui était son cousin, et de certains émigrés, ce qu'on appelait des émigrés, des nobles de la monarchie française. Ahmed Bachar Jazzar, le wali, le pacha de Saint-Jean d'Acre, n'était pas seul dans cette histoire. Il était très bien secondé. Et bien sûr, il y a les Turcs et il y a les Anglais, mais surtout, il y avait aussi beaucoup de Français dans son entourage. Donc, Bonaparte était très affecté par cet échec. Et devant Saint-Jean d'Acre, il reçoit le tout premier courrier du directoire. Ça faisait 9 mois. Là, on est le 25 mars 1799. 9 mois qu'il était en Égypte. Il n'a jamais reçu de courrier du directoire. Il avait envoyé, selon la correspondance que j'ai, 132 lettres au directoire. Et certains ont été duplicatés, si j'ose dire, et envoyés par plusieurs voies vers Paris. Comme il voulait coûte que coûte que cela arrive à Paris, il faisait des doubles et il envoyait à d'autres chameaux par voie terrestre, par des bateaux, avec des Grecs, avec des Arméniens, avec des Maghrébins. Mais il n'a jamais reçu de réponse du directoire. La seule lettre qu'il a reçue du directoire, c'était celle qu'il a reçue le 25 mars devant Saint-Jean d'Acre. Déjà triste devant l'échec. Il avait essayé 5 fois l'assaut de la ville et chaque fois c'était un échec cuisant. Mais il faut dire qu'il y avait déjà une blessure dans l'âme de Bonaparte, la blessure d'Aboukir. Le désastre d'Aboukir l'avait affecté énormément. Il envoie une lettre, mais ça, il faut une conférence, chère Madame Saban, pour ça. Il envoie une lettre à la femme de l'amiral Bruys, qui était donc le commandant de la flotte française, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, que l'amiral a été tué à Aboukir.
cette lettre de 3 pages, d'une littérature exquise. Il lui dit que Boris n'est pas mort. Il est vivant parce que je suis vivant en Égypte. Et tant que je suis vivant, Boris ne mourra pas. De toute façon, pour vous dire que déjà il avait la blessure d'Aboukir, et après, la lettre qu'il a reçue le 25 mars devant Saint-Jean d'Acre lui annonçait une autre mauvaise nouvelle, que la France était en train de perdre et l'Italie, et que l'Europe était sur le point de se coaliser encore une fois contre la France. Ça va faire plaisir à mon ami de Fortanet, Arnaud, parce que là, il appelle Caffarelli, je sais qu'il est chez toi, il appelle Caffarelli et lui dit « Général, je vais vous citer la phrase, enfin je l'ai par cœur de toute façon, il dit « Il serait, je vais chercher, il faut du temps, il serait inconsolable de rater son destin si la gloire nationale nous appellerait. » Et il demande à Caffarelli de commencer, c'était 2 jours avant la mort de Caffarelli. Il demande à Caffarelli de commencer à préparer très clandestinement, son terme à lui, très clandestinement les bagages. Et après, il rentre au Caire le 11 juillet, il rencontre Berthier, son chef d'état-major en Égypte, et lui annonce son intention de partir. Et Berthier, en donnant les ordres de préparer les bagages, il a tenu à ce que personne ne se rende compte. Parce que vous imaginez un peu la pagaille que cela pourrait semer au sein de l'armée en Égypte. Que le chef allait déserter, il faut dire le terme. Et après, il voulait faire quand même un dernier geste de camouflage. Il fait un appel au divan du Caire et il annonce aux ulémas qu'il allait faire un tour à Monofeia, à Monouf, par le Nil, et qu'il a l'intention de les convoquer pour une réunion plénière là-bas, à Monofeia. Donc le général va rester, il y a du travail là. Donc c'était pour stopper les rumeurs qui couraient qu'à l'époque, il y avait des rumeurs qu'il allait partir. Voilà une nouveauté dans la correspondance. Et en partant vers Monouf, il envoie une lettre avec 4 duplicata au général Kléber à Damiat. Kléber à l'époque était commandant en chef de la place de Damiat, il avait quitté Alexandrie. Et après, il avait eu une parenthèse de fâcherie avec Napoléon, avec Bonaparte. Un beau chapitre dans la correspondance. Cette fâcherie entre Bonaparte et Kléber. Mais encore une conférence encore à préparer. Et qu'il demande à Kléber dans cette lettre de le rejoindre en urgence. Le 24 mai, retenez bien les dates. Le 24 juillet à Rosette. Donc, de Damiat à Rosette, il faut compter bien par bateau 2 jours et par voie terrestre à peu près 2 jours et demi, 3 jours. Et qu'il lui conseille de venir à d'autres chameaux parce que la flotte anglaise croisait. Vous savez que les Anglais faisaient encore depuis Aboukir le blocus des côtes égyptiennes. Après, mais surprise, c'est Menou qui lui annonce que la flotte turque paraisse devant les côtes d'Alexandrie et que Bonaparte décide d'entraîner les Turcs, de le faire venir jusqu'à Aboukir. C'est lui qui a choisi le lieu de la bataille. Parce que, selon la correspondance, la flotte turque, les Turcs, ont fait une première descente à 30 km d'Aboukir, à l'est d'Aboukir. Ce n'était pas Aboukir même.
un lieu qui s'appelle Bir el-Fontas. Et que lui, il voulait surtout le faire venir jusqu'à Aboukir. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il voulait effacer le nom du désastre d'Aboukir des livres de l'histoire. Il voulait donner au nom d'Aboukir, surtout, les titres d'une gloire française en Égypte. C'est comme ça qu'on a la rue d'Aboukir à Paris. Ce n'est pas le souvenir du désastre, mais de la victoire qu'il allait donc remporter. Et qu'il dit au général Murat, cette bataille décidera du sort du monde. Murat lui dit, vous voulez dire, général, du sort de l'armée? Au fait, Murat n'a pas compris. Bonaparte voulait triompher dans cette bataille, d'abord. Et deuxièmement, ce que Murat ne savait pas, c'est que Bonaparte ne pouvait pas rentrer en France sans une victoire éclatante. Il ne pouvait pas rentrer les mains vides. Il fallait bien quelques trophées. Eh bien, effectivement, il allait, grâce à son Murat, la charge de la cavalerie de Murat a effectivement décidé du sort de la bataille terrestre d'Aboukir. Donc, Kléber est invité à venir voir le général en chef le 24 juillet à Rosette, mais le 22, l'amiral Gantom, chef de la marine française en Égypte, lui annonce une nouvelle très importante. Il lui dit, mon général, la croisière anglaise n'est plus devant nous. Si vous voulez rentrer, c'est bien maintenant. Voilà la raison pour laquelle Bonaparte n'a pas vu Kléber avant son départ. Il voulait profiter de ce vide britannique en Méditerranée pour que sa frégate, la Muiron, s'appelait la Muiron, puisse passer rapidement vers la France. Ça, c'est une chose. Bien sûr, je vous laisse imaginer un peu la colère. Oui, alors il a demandé au général Menou de ne pas remettre sa lettre testament à Kléber que 48 heures après son départ. Il voulait être sûr que Kléber va recevoir la lettre une fois il est au milieu de la Méditerranée. Bien sûr, je vous laisse imaginer la colère, bien sûr, de Kléber. Il a dit cette phrase dès qu'il a entendu la nouvelle de la bouche de Menou. Ah, l'oiseau est déniché. Donnez-moi des nouvelles de son départ, de notre héros et de ses dignes compagnons. Effectivement, parce que Bonaparte ne partait pas tout seul. Il avait les généraux qui allaient faire sa gloire quand il sera futur Napoléon Ier en France, dont Berthier, bien sûr, et les savants, Monge, bien évidemment, et Berthollet. Il y a plein de choses à dire, mais je voudrais vous lire quelques passages de cette lettre, la lettre que Bonaparte a laissée à Kléber, qui lui a été remise le 24 à Rosette par le général Menou. Je voulais vous parler pourquoi il a choisi Kléber, pas Desaix par exemple, pas Menou. Il faut une conférence encore pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Les lunettes de ma mère, excusez-moi. Alors il dit, alors quartier général à Alexandrie, 5 et Fructidor, 11-7, 22 août, pas joué, je me suis trompé, c'était août, 22 août 1799. Vous trouverez ci-joint, citoyen général, un ordre pour prendre le commandement en chef de l'armée. La crainte que la croisière anglaise ne réapparaisse d'un moment à l'autre me fait précipiter mon départ de 2 ou 3 jours. Je mène avec moi les généraux Berthier, Lannes, Murat, Andréossy et Marmont, les citoyens Monge et Berthollet. Vous trouverez 6 juin des papiers anglais et de Francfort jusqu'au 10 juin. Vous y verrez
que nous avons perdu l'Italie, que Mantoue, Turin et Tortone sont bloqués, j'ai lieu d'espérer que la première de ces places tiendra jusqu'à la fin de novembre. J'ai l'espérance, si la fortune me sourit, d'arriver en Europe avant le commencement d'octobre. Vous trouverez 6 juin aussi un chiffre pour correspondre avec le gouvernement et un autre pour correspondre avec moi. Un chiffre, vous savez ce que c'est, bien sûr, parce que là, le code de la correspondance. Je vous prie de faire partir dans le courant d'octobre Junot, bien évidemment, ainsi que les effets que j'ai laissés au Caire et mes domestiques. Mais je ne trouverais pas mauvais que vous engagissiez à votre service ceux qui vous conviendraient. L'intention du gouvernement est que le général de C parte pour l'Europe dans le courant de novembre, à moins d'événements majeurs en Égypte. Bien sûr, effectivement, de C partira au mois de novembre, mais qu'il mourra quelques semaines après à Marengo. La commission des arts, là il va parler des savants, la commission des arts passera en France sur un parlementaire que vous demanderez à cet effet, conformément au cartel d'échange. Dans le courant de novembre, donc il avait demandé que le savant rentre au mois de novembre avec de C. Immédiatement après qu'ils auront achevé leur mission. Ils sont dans ce moment-ci occupés à ce qui reste à faire, à visiter la Haute-Égypte. Cependant, ce que vous jugiez pouvoir vous être utile, vous les mettriez en réquisition sans difficulté. L'Afendi fait prisonnier à Aboukir est parti pour se rendre à Damiette. L'Afendi, c'est Mustapha Pacha, qui n'était autre que le commandant en chef de la flotte turque battue à Aboukir. Carrément. Il avait pris Mustapha Pacha, qu'il appelle l'Afendi. L'Afendi fait prisonnier à Aboukir, est parti pour rendre à Damiette. Effectivement, il lui avait remis une lettre pour le Pacha à Istanbul. Je vous ai écrit de l'envoyer en Chypre et les porteurs pour le grand vizir de la lettre dont vous trouverez 6 juin la copie. Après, un passage très important. Il dit à Kléber, l'arrivée de notre escadre de Brest à Toulon et de l'escadre espagnole à Carthagène ne laisse aucune espèce de doute sur la possibilité de faire passer en Égypte les fusils, les sabres, pistolets, les fers coulés dont vous avez besoin et dont j'ai l'état le plus exact, avec une quantité de recrues suffisante pour réparer les pertes de 2 campagnes. Donc on comprend là très bien qu'il avait l'intention, qu'il y avait une escadre qui allait venir remplacer en quelque sorte celle perdue à Aboukir. Et l'escadre était déjà partie de Brest à Toulon, c'est-à-dire sur le point de traverser la Méditerranée. Et une autre espagnole qui était déjà arrivée à Carthagène, en Tunisie. Après, je passe, il dit, là, un passage diplomatique très important. Une des choses qui m'ont surpris dans cette correspondance que j'ai traduite, c'est la politique extérieure du général Bonaparte en Égypte. Il avait une politique extérieure. Ce n'était pas un simple général en mission dans son pays et qui n'avait pas le droit d'avoir une politique extérieure et laisser ça, bien sûr, à la capitale, à Paris. Non, il avait une politique extérieure. Je pense que c'est Robert Solé qui a parlé ce matin de sa correspondance avec le shérif de la Mecque, avec le sultan de Darfour, avec le sultan, un sultan en Inde, avec les princes jusqu'en Afghanistan. C'était avec, bien sûr, l'idée d'Alger, de Tunis, avec le sultan de Marrakech, une correspondance fabuleuse. Il avait effectivement l'intention, je pense que c'est celui qui l'a dit, l'intention de réunir les Arabes pour construire une force arabe contre la force musulmane du califat à Istanbul. Donc, ce passage diplomatique est très important, mais très malin aussi. Il dit à Kléber, vous êtes autorisé à conclure la paix avec la porte ottomane, quand bien même l'évacuation de l'Égypte devrait en être la condition principale. Il faudrait simplement éloigner l'exécution de cette condition, si cela était possible, jusqu'à la paix générale.
Et après, il lui dit, vous avez apprécié aussi bien que personne, citoyen général, combien la position de l'Égypte est importante pour la France. Cet empire turc, qui menace ruine de tous côtés, s'écroule aujourd'hui, et l'évacuation de l'Égypte par la France serait un malheur, d'autant plus grand que nous verrions de nos jours cette belle province en d'autres mains européennes. Et après, il lui dit, les nouvelles des succès et des revers qu'aurait la République en Europe doivent aussi entrer puissamment dans vos calculs. Si la Porte répondait aux ouvertures de paix que je lui ai faites, avant que vous n'eussiez reçu de mes nouvelles de France, vous devez déclarer que vous avez tous les pouvoirs que j'avais. Entamer la négociation, persister toujours dans l'assertion que j'ai avancée, que l'intention de la France n'a jamais été d'enlever l'Égypte à la Porte. Demander que la Porte sorte de la coalition et nous accorde le commerce de la mer Noire, déjà. Demander donc qu'elle nous accorde le commerce de la mer Noire et enfin 6 mois de suspension d'hostilité afin que pendant ce temps-là, l'échange de ratification puisse avoir lieu. Je passe un passage, après il y a un autre très important dans lequel il lui dit, vous connaissez citoyen général. Ça c'est la politique égyptienne. Vous connaissez, citoyen général, quelle est ma manière de voir sur la politique intérieure de l'Égypte. Quelque chose que vous fassiez, les chrétiens seront toujours nos amis. Il faut les empêcher d'être trop insolents afin que le Turc n'ait pas contre nous le même fanatisme que contre les chrétiens. Très, très intéressant. Ce qui nous les rendait irréconciliables. Il faut endormir le fanatisme en attendant qu'on puisse le déraciner. C'est très bien, c'est vraiment d'actualité. En captivant l'opinion du peuple, en captivant l'opinion des grands cheikhs et imams du Caire, on a l'opinion de toute l'Égypte et de tous les chefs que ce peuple peut avoir. Il n'y a aucun moins dangereux pour nous que des cheikhs qui sont peureux, ne savent pas se battre et qui, comme tous les prêtres, inspirent le fanatisme sans être fanatiques eux-mêmes. Et après, il parle de l'importance de fortifier Alexandrie, Damiat, Salihiyya et Al-Arish. Et après, il parle d'une chose très importante. Regardez bien ce qu'il dit. Le citoyen parle de Posilg. Un autre passage. Oui, d'accord. Il y a un passage où il commande au général Kléber de faire vite. Oui, je ne le trouve pas. Zut. Il lui promet de lui envoyer de Paris, en tout cas, une troupe de théâtre de belles comédiennes. Il lui dit que c'est important pour le moral des soldats, mais aussi pour les mœurs du pays. Et que si on construit 1 ou 2 théâtres au Caire, soyez sûr que dans 1 ou 2 ans, les mœurs du pays vont changer. Donc cette lettre a apaisé un peu la colère de Kléber, qui mourra, bien sûr, comme vous le savez, tué un peu plus tard. Je termine mon intervention, puisque le président me demande d'arrêter et qu'il m'accorde 3 minutes seulement, par cette phrase de Mérimée, qui était publiée dans la toute première édition de Correspondance de Bonaparte en 1860. Mérimée dit de Napoléon. Vivant, il a mangé le monde. Mort, il l'obsède. Merci.